à ce point attaquer les faits et la science, je pense que c'est pour des régimes qui glissent vers l'autocratie, en fait, c'est ne pas être redevable. Ne pas montrer que leur stratégie, leur politique publique, finalement, échoue. Et pour ne pas montrer que ça échoue, il faut effacer la place des faits, et notamment des faits scientifiques ou des statistiques économiques, d'ailleurs, hein, c'est de la même manière, ou des statistiques sociales, d'ailleurs. Comment est-on passé du greenwashing au green backlash? Les promoteurs d'un verdissement de l'économie et du capitalisme ont-ils cessé de donner le change pour assumer férocement la défense d'un modèle productif prédateur afin de conserver leur pouvoir? Autrement dit, le green backlash, est-ce un greenwashing qui a cessé de faire illusion ou est-ce autre chose? Donc, en fait, la question, elle est intéressante. Et finalement, qu'est-ce que c'est le greenwashing? C'est faire semblant. C'est-à-dire, c'est véhiculer un message donnant l'illusion d'une action par rapport aux atteintes à l'environnement sans engager les changements structurels. Et pour moi, c'est un peu le pendant du climato-scepticisme que j'appelle 1.0, celui qui a été construit dans les années 80, qui, en fait, laissait avancer les connaissances scientifiques et visait à créer un rideau de fumée entre les connaissances scientifiques, les médias, les décideurs, le grand public, en produisant de la désinformation, c'est-à-dire le rôle de marchand de doute qui était présent, qui faisait partie de cette première étape. Et pour moi, on est vraiment passé dans une deuxième étape au sens où maintenant, on le voit sur le sujet climat, mais aussi d'autres, biodiversité, pollution de l'eau ou de l'air, les sujets sont intimement liés les uns avec les autres. On voit en fait une obstruction qui est pensée, organisée, structurée, portée par des coalitions d'intérêts qui peuvent être des secteurs d'activité industriels ou des GAFAM, des organisations commerciales, étayées par des méthodes de relations publiques et qui veulent en fait jouer un rôle de stratégie d'influence, donc par les médias, par les médias privés, par les réseaux sociaux, pour dicter finalement quelles doivent être les thématiques à aborder et influencer les citoyens et être relayés par des partis politiques. Et cette obstruction, elle est intéressante parce que quand on regarde l'histoire de la construction du droit de l'environnement, il y a eu par exemple des contentieux juridiques qui ont fait avancer le droit de l'environnement. Maintenant, on voit des contentieux juridiques pour le détruire, en fait. Et pour moi, c'est ça qui est frappant et ça s'accompagne d'une destruction de la science qui n'était pas le cas avant. Donc c'est vraiment cette dimension-là que je trouve extrêmement frappante. Et ça s'inscrit dans un contexte où je fais référence à une analyse de l'OCDE sur la désinformation qui finalement relie ça avec une méthode qu'on peut appeler les 3 P. Une méthode en fait pour finalement manipuler l'opinion qui s'appuie sur le populisme. Alors le populisme, c'est l'écologie punitive, le bouc émissaire classique, mais le peuple contre les élites, et les élites, c'est les technocrates, la science, par exemple, ou la justice même. Le deuxième P, c'est la polarisation, rendre tout clivant. Tout, y compris les leviers d'action. Et c'est ça qui est nouveau. C'est-à-dire, par rapport aux années 70, les impacts environnementaux sont visibles, les impacts du changement climatique s'aggravent, ils sont partout. On a aussi eu un développement des capacités à agir, ne serait-ce que les technologies dites propres, pour donner cet exemple-là, ou les transformations de société. On sait très bien ce qu'on pourrait faire, ce qui marche, et ce qu'on pourrait accélérer. Et donc, c'est ça la cible. C'est bloquer, en fait, les alternatives, par exemple, à l'utilisation d'énergie fossile. Et donc ça va avec la polarisation, parce que rendre les choses clivantes, incertaines, ça paralyse, en fait. Et le troisième P, c'est la post-vérité. Donc c'est les mensonges permanents. Et pourquoi, en fait, la science, elle est attaquée dans ce cadre-là? La science, elle est là pour établir des faits, en fait, pour essayer de chercher une forme de vérité. Donc elle est dangereuse de ce point de vue-là. Et pourquoi à ce point attaquer les faits et la science? Je pense que c'est pour des régimes qui glissent vers l'autocratie, en fait, c'est ne pas être redevable. Ne pas montrer que leur stratégie, leur politique publique, finalement, échoue. Et pour ne pas montrer que ça échoue, il faut effacer la place des faits, et notamment des faits scientifiques ou des statistiques économiques, d'ailleurs, c'est de la même manière, ou des statistiques sociales, d'ailleurs.
Je rebondis sur votre intervention. Peut-être, Valérie Masson-Delmotte, est-ce que vous pourriez donner quelques exemples de comment la science est attaquée, par exemple, aux États-Unis, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'exemples, notamment sur les sciences du climat. Pour changer et ne pas parler que des États-Unis, mais rester sur le thème de la tronçonneuse, je vais démarrer par l'Argentine. Argentine, un pays qui a réussi à construire une communauté scientifique grâce à une agence fédérale, l'équivalent du CNRS en Argentine, au meilleur niveau international. Eh bien, ce qui se fait en Argentine, c'est ce qui est décrit dans la littérature scientifique comme un scienticide. Un scienticide. Détruire le ministère de la Recherche, enfin de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, une baisse de budget de 40%. Les scientifiques, ils sont payés maintenant sous le seuil de pauvreté. Donc, il y a un exode massif des talents. Ça va en fait acter une dépendance technologique majeure de l'Argentine sur des aspects liés à l'agriculture, la santé ou le spatial, alors qu'ils avaient un leadership avant. Hein. Et puis, ça sape l'accès des élèves de milieux modestes aux universités qui perdent leur budget d'université publique. Ça va saper en fait l'ascenseur social, mais aussi l'ouverture à une pensée critique qui va avec l'accès à des études supérieures. Et donc ça, c'est le volet scienticide. Et le volet destruction de l'environnement, c'est fermer le ministère de l'Environnement, le mettre sous tutelle du sous-secrétariat des sports et du tourisme, hein, c'est ça qui s'est passé, couper son budget de 2/3, détruire en fait la protection de la forêt. Il y a une forêt primaire importante en Argentine, et détruire, là en ce moment, essayer de le faire, la loi sur la protection des glaciers qui porte en fait sur la protection de l'eau. Pourquoi ? Pour rendre facile des infrastructures de forage d'hydrocarbures ou miniers, avec d'ailleurs une défiscalisation des investissements dans ce secteur-là. Et aux États-Unis, c'est ça, mais encore plus fort et encore plus cynique. Donc aux États-Unis, c'est de la censure, c'est-à-dire des mots interdits, tous les mots liés au changement climatique, aux inégalités, à la biodiversité, à la pollution, aux technologies propres. Ils sont interdits, donc l'équipe de Musk, qui a été cherchée partout sur les sites internet d'information, les financements publics, avec ces mots-clés, qui a fait des coupes massives, et qui a détruit l'accès à l'information, par exemple sur l'origine humaine, notamment liée aux énergies fossiles du changement climatique. Le site climate.gov détruit. Le site de l'Agence de protection de l'environnement américain, donc le ministère de l'Environnement, a détruit ces pages-là. Et c'est même complètement ridicule parce que le reste est toujours là. Donc ça devient une sorte de gruyère incompréhensible. Ensuite, c'est intimidation. Donc pression sur les universités sous tout prétexte, divers et variés. Intimidation des scientifiques individuellement, des directeurs d'agences. S'ils parlent, pouf, on met leur nom sur les réseaux sociaux. Bon, les États-Unis, c'est plein de gens haineux et armés. Vous imaginez la pression que ça exerce sur des personnes, sur leurs familles. Et donc l'intimidation, c'est redoutable. Des licenciements brutaux sans justification, des contentieux juridiques, les gens sont virés, réintégrés puis revirés, ils perdent leur couverture sociale, catastrophique. Notamment pour les acteurs des fédéraux de l'agence Océan-Atmosphère, la NOAA, qui est l'équivalent de Météo France et l'Ifremer, pour faire simple. Ensuite, c'est la destruction de tout ce qui est expertise scientifique dans le département de l'énergie, l'agence de protection de l'environnement, les départements des affaires étrangères, donc toutes les ressources, le programme US Climate Change, par exemple, détruit. Détruire les rapports d'évaluation nationale sur le climat et la biodiversité, donc arrêter les nouvelles versions et enlever les précédentes qui étaient en ligne. C'est donc des cibles particulières sur la recherche scientifique à travers les centres d'excellence, notamment sur le climat. Alors pourquoi ? Alors par exemple, le laboratoire du prix Nobel de physique Manabe, le centre coopératif Université de Princeton NOAA, qui fait avancer les modèles de climat, et maintenant le centre national, le NCAR, vraiment le phare de la recherche mondiale sur l'atmosphère et le climat, accusé en fait de véhiculer de l'alarmisme et nourrir l'éco-anxiété. Et donc, qu'est-ce qui est visé ? En fait, c'est parce que les faits scientifiques, ils sont extrêmement forts. Le lien entre émissions de gaz à effet de serre, réchauffement, événements extrêmes, dommages pour la production agricole, les ressources en eau, la santé, le bien-être, c'est extrêmement solidement établi, c'est incontestable. Et c'est la clé de voûte en fait du droit de l'environnement, de l'encadrement des émissions de gaz à effet de serre. De la même manière, le suivi des espèces menacées, c'est la clé de voûte en fait de la protection de l'eau ou la santé environnementale, la clé de voûte en fait de la lutte contre la pollution atmosphérique. Vous voulez déréguler.
Vous déclarez, premier jour de l'élection de Trump, l'urgence énergétique. Vous êtes favorable aux énergies fossiles et aux centres de données énergivores. Ben, en fait, le but, c'est de détruire la régulation environnementale, et pour cela, il faut rendre les données inaccessibles, voire rendre inaudibles les scientifiques qui les produisent, en sabotant, parce que c'est le mot en fait, l'excellence scientifique de ce point de vue-là. Et ce que je veux également mentionner, c'est que les États-Unis, ils font sécession, littéralement. J'aurais dû réactualiser le chapitre du livre, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé là récemment, décision de la Maison-Blanche? Sortir de l'expertise scientifique internationale, le GIEC, l'IPBES, l'équivalent pour la biodiversité. Donc, ressortir de l'accord de Paris, ça fait un moment. Mais également de l'Union internationale pour la conservation de la nature, et sortir de la Convention cadre des Nations unies pour l'environnement. Et il faut mesurer à quel point le chemin a été violent, parce que sous Nixon, c'est là où l'Agence de protection de l'environnement a été mise en place, qui a joué un rôle majeur pour l'amélioration de la qualité de l'air et la science en appui à l'amélioration de la santé publique par l'action sur l'environnement. Le premier pays industrialisé à ratifier la Convention des Nations unies sur le changement climatique, ce sont les États-Unis sous Bush père, avec un vote à l'unanimité du Sénat américain. Donc il faut voir en fait le chemin qui a été fait pour que des approches non partisanes dans l'intérêt du peuple américain conduisent à cette situation actuelle de destruction de la fabrique de connaissances, de la place de la science dans la société, de la liberté académique, qui en fait est détruite pour simplement justifier la dérégulation environnementale dans les intérêts particuliers de secteurs perçus comme finalement les soutiens à ce parti politique qui est actuellement au pouvoir.